Ah oui, mais voilà, ça, c'est quand vous discutez avec certaines personnes, je vous parle même pas d'amoureux de la race, hein, je vous parle de personnes lambda, ils ont vu un malinois d'une autre couleur, alors ça y est, ils sont fascinés, ils ont vu un chien, on va dire, réaliser des tours de magie, là, comme je vois de temps en temps euh, sur les chaînes YouTube, hein, sur Facebook. À un moment, on était blindé de ça, hein, un chien qui est sur une corde, un chien qui est sur. On s'en fout de ça. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt de faire des choses comme ça. Ne, ne, ne mettez pas votre énergie à faire des choses inutiles. Mettez votre énergie à faire des choses utiles. Ça, c'est plus intéressant déjà. Pas de cirque, pas d'animaux bizarres, pas de chiens avec des couleurs psychédéliques ou je ne sais quoi. Restez dans le classique et faites ça bien. Ah, le mystérieux malinois noir. Alors là, j'en ai entendu des choses sur ce fameux malinois noir. Ouais, mais bon, il y a le côté un peu mystique de la chose, et puis il y a le côté réel de la chose. Les malinois noirs en Belgique, j'en ai toujours vu, il y en a toujours eu. Bien avant même que comment dire, le standard soit mis en place en 1891-92 et dans la continuité, quand les précurseurs ont vraiment mis en place les premiers types de bergers belges, à poil court et à poil long, il y a toujours eu des chiens noirs. Bah oui, parce que en définitif, si vous voulez un malinois noir, aujourd'hui c'est pas très compliqué. Vous prenez un malinois traditionnel et vous le faites saillir une grenelle. Dans la portée, vous allez avoir des mix et vous aurez un poil court noir, tout simplement. Comme avant, les mariages, si vous voulez, intervariétés n'étaient pas répertoriés comme aujourd'hui. Vous aviez des chiens vous aviez des tervurennes qui saillissaient des Groenendal, des malinois qui saillissaient des tervurennes, des malinois qui saillissaient des Groenendal, et voilà. Et vous aviez de temps en temps des noirs qui sortaient là-dessus. Il n'y a rien de mystérieux. Après, si vous voulez faire une lignée de malinois noirs, bah, il suffit de marier des malinois noirs entre eux, et puis vous aurez des malinois noirs. C'est simple, hein. Il y en a en Hollande, sur les mariages malinois berger hollandais. Ils sont tellement, tellement noirs avec peu de zébrures que vous avez l'impression qu'ils sont tout noirs. Moi, j'en ai vu beaucoup. Et puis vous avez aussi des malinois ou des bergers hollandais qui ont sailli des alphenalphes. Donc vous savez, quand vous avez des alphenalphes dans les fermes en Hollande, en Belgique, il y en a même eu en France, hein. Vous avez des chiens ce sont des chiens de type berger, des alphenalphes, mais non identifiés. Vous ne savez pas trop ce que c'est, donc vous les regardez de face. Ça peut être un malinois, vous le regardez de profil, vous ne savez pas trop si c'est un berger allemand. Vous ne savez pas parce que, en fait, alors un berger allemand, l'ancien type, hein, pas avec la croupe plongeante, etc. Mais vous ne savez pas trop. Mais le berger belge malinois et le berger allemand, à la base, ce sont des chiens très très proches. Les retrampes ont souvent été faites par le biais de la frontière, autre chose comme ça. Il y a eu beaucoup de mariages entre des races indéterminées et des Malinois, des Tervuren ou des Groenendal. Les reconstructions de lignées ont été faites comme ça. Donc si vous avez une chienne chez vous, alpha-alpha, dans votre ferme, qui a un type approchant du Malinois, eh ben, les champions malinois ont sailli ce type de chienne. Et voilà, à force des choses, ben, de temps en temps, on avait un type indéterminé. Un poil long qui sortait avec une tête énorme, ou alors un poil court noir. La problématique du poil court noir, c'est que vous ne pouvez pas l'identifier. Il n'y a pas de masque. Comment vous voulez savoir si c'est un malinois noir sans masque? Il peut très bien être, il peut très bien être issu d'une autre, par exemple.
vous en savez rien. Un Malinois qui a sailli une Alphen-Alph, qui a des origines, on va dire, diverses, Malinois ou berger allemand, vous allez avoir des indices. Vous aurez toujours des indices qui vous diront, ah oula, là-dedans il y a quelque chose qui me paraît étonnant, parce que sa couleur, son type, sa morphologie, voilà. Mais la première chose que vous allez regarder chez un berger belge fauve, charbonné, c'est son masque. S'il est tout noir, vous voulez faire comment? Vous savez pas. Donc vous avez toujours un doute. Donc voilà, petit à petit, bon, bah, les gens ont élevé des Malinois fauves charbonnés. C'était quand même plus simple. Moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait encore des lignées sur le Val d'Orge noires. Il y avait Madame Bernadette Orient qui avait une femelle issue de ces origines-là. Je crois qu'elle avait la sœur, d'ailleurs, de Loire, du Val d'Orge. Et bah, elle avait des chiens très charbonnés, voilà, tout simplement. Mais bon, le Malinois noir, c'est pas une entité cosmique, quelque chose d'un. On dit voilà, on en a un, on est sûr de rien du tout. Moi, quand je lis des choses sur Internet comme quoi le Malinois noir, le Malinois noir, il est comme le Malinois fauve charbonné. Moi, je préfère autant identifier le chien que je vais sélectionner que de me prendre un chien que je ne sais pas d'où et je ne sais pas ce que je vais faire derrière. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Pour les bleus, ah ouais, non, mais là, ça, c'est un autre problème. Parce que un malinois de couleur gris-bleu, là, vous pouvez l'identifier. On ne retombe pas dans la problématique du malinois noir. Un malinois gris-bleu, là, vous pouvez l'identifier en tant que malinois certifié. Hein. La problématique, c'est sa couleur. Alors là, c'est pareil, hein, il y avait des apprentis sorciers là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. À un moment, ils se sont dit voilà, on va créer quelque chose, on va marier des bleus avec des bleus. Alors là, non, vous créez que des âneries. Vous créez rien du tout. Là. La problématique du malinois bleu, c'est que, enfin gris-bleu, là encore, il y a des nuances. Hein. Vous avez des chiens qui ont une couleur un petit peu comme ça, gris-bleu. On a l'impression qu'ils sont un petit peu sales, comme s'ils avaient une pellicule de quelque chose sur leur poil. Vous avez ce type-là. Vous avez des chiens avec un gris un peu plus prononcé, et puis vous avez des chiens, pas comme des braques de Weimar, mais qui ressemblent un petit peu dans leur teinte de couleur. Donc là, il faut faire très attention, parce que il faut analyser le chien comme un atypique. Voilà, qu'est-ce qu'il peut apporter au cheptel? C'est la question que vous devez vous poser. Voilà, qu'est-ce que ce chien peut apporter? Parce que cette couleur-là, sur le long terme, ça apporte des gros soucis quand même. Hein. Donc il faut faire attention à l'enlever. Cela dit, si vous avez un chien de cette couleur, ça n'empêche absolument pas de travailler, ça n'empêche absolument pas de vivre normalement, ça n'empêche rien. Hein. Si ce n'est qu'il est de cette couleur, c'est tout. Voilà. Alors après, il y a des gens qui aiment bien ce type de chien-là. Moi, je ne sais pas pourquoi ils favorisent ce type de chien, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Même s'ils en prennent soin, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Donc ils ont ce type de chien. Certains les font confirmer. Bon, si le chien il est vraiment exceptionnel, on peut jeter un coup d'œil dessus, voir comment on peut répercuter ça. Mais vous savez, là encore, il vaut mieux travailler sur des choses simples. Aujourd'hui, c'est pas le manque de chiens qui nous fait défaut quand même. On en a dans différentes disciplines. On en a en Europe dans plein de programmes, que ce soit au niveau de la Belgique. On a des très bons bergers belges. Au niveau de la Hollande, on a des très bons bergers belges. La Suisse propose de très bons bergers belges. L'Allemagne, la Tchéquie, l'Autriche. En Europe, en Espagne, en Italie, j'ai vu des très très bons bergers belges partout. Portugal, ils ont une belle... ils ont quelques bonnes lignées là-bas. Ils aiment beaucoup le monduring. Ils nous amènent parfois des chiens étonnants dans ce programme. Bon, puis après, vous en avez sur d'autres continents. Donc, pourquoi aller systématiquement chercher un chien
qui pourrait, par la force des choses, amener un problème. On n'est plus il y a 40 ans où on n'avait pas tant de chiens que ça. Aujourd'hui, des chiens, on en a. Donc, il faut, il faut raison garder et travailler sur des lignées fiables, stables et qui proposent le moins de problématiques sur le long terme. Non, non. On travaille avec un visuel, on travaille avec une approche du standard du chien et on commence pas à se prendre pour des apprentis sorciers parce qu'il est bleu, parce qu'il est noir, parce qu'il est ci, parce qu'il est là. Ou non, on reste classique. Les gens qui, moi je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, en Hollande le poil court c'est poil court. Ils marient des Malinois avec des Hollandais. Voilà, parce que ça reste. Si vous prenez Samelot, l'origine est l'une des bases du berger belge, il était bringé. Il y a toujours eu des bringés en Belgique, il y a toujours eu des bringés en Hollande. Voilà. Après, les clubs se sont dissociés, mais à la base, ce sont les mêmes chiens. Voilà. Mais bon, on n'a jamais dit qu'on était parti avec des chiens bleus ou je sais pas quoi. Ça, si vous regardez les standards, ça, non, ça n'existe pas, ça. Est-ce que le fait de faire travailler son chien, ça peut le rendre dépendant au travail, c'est ça? Vous voulez dire une dépendance comme un sportif qui s'entraîne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le jour où il ne s'entraîne pas, il n'est pas bien. C'est comme ça que vous traduisez. Ok. Donc il faut bien définir, là encore, deux choses. Il ne faut pas confondre génétique, sélection, génétique et ritualisation. Ce sont deux choses qui sont différentes. Vous avez par exemple chez le Malinois sélectionné au travail. Quand je dis au travail, je parle d'utilisation globale. Ça peut être un chien en sport canin, ça peut être un chien en utilisation pure, et ça peut être un chien au travail, par exemple sur troupeau. Vous prenez par exemple un border collie. Un border collie, si vous le faites travailler sur troupeau, ben c'est très bien, parce que c'est pour ça qu'il est né. Mais s'il fait autre chose, bon, voilà. Si vous le travaillez régulièrement et que vous l'entretenez physiquement, si vous faites de l'agility, si vous faites du ring, si vous faites n'importe un sport quelconque avec votre border collie qui a été sélectionné donc pour un travail de troupeau, vous allez toujours lui donner son quota de dépenses quotidiennes et ça va aller. Et le chien, il va rester dans les clous. Maintenant, si vous avez un malinois de travail qui a une sélection vraiment définie sur les sports canins, d'utilisation ou de troupeau aussi, parce que vous avez des bergers belges qui travaillent en troupeau. Là, pareil, si vous l'entraînez, il n'y a pas de problème. La dangerosité, c'est de prendre un malinois qui a une sélection et de le laisser à la maison à rien faire. Voilà, c'est complètement stupide de faire ça. Et ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que avant d'acheter un chien, regardez, lisez son standard. Comprenez à quoi ce chien, comprenez bien que ce chien est fait pour faire quelque chose. Voilà, si vous voulez un chien de compagnie ou pour rester chez vous, un brave chien pour rester dans le jardin, il y a des chiens qui sont faits pour ça. Mais vous ne prenez pas un malinois qui est sélectionné sur des hautes lignées de compétition pour qu'il reste chez vous, là, dans votre salon, attendre patiemment l'heure à laquelle vous allez sortir du travail, une petite promenade et une gamelle le soir, une tape au cul et au dodo. Pourquoi vous achetez un malinois? C'est complètement stupide. Voilà, un malinois, il est fait pour être entraîné. Il a été sélectionné pour ça. Et après, il reste à définir ce que vous voulez faire avec. Tout le monde ne rêve pas d'aller au championnat de France. Hein. Vous avez des gens qui aspirent à devenir des cynophiles, qui veulent juste devenir des cynophiles avec la passion réelle du chien, faire des concours, l'entraîner, comprendre le comment du pourquoi. Et ces personnes d'aller faire des concours de ring 1, de ring 2, enfin quand je dis ring 1, ça peut être du campagne, du monde du ring, ce que vous voulez, ça leur suffit amplement. Ils n'aspirent pas à faire des sélectifs. Aller en finale de ring, ben non, ça ne leur reviendrait pas à l'idée parce qu'ils savent très bien que le, le quota de travail est énorme pour aller en sélectif et en finale. Tout le monde n'a pas
la capacité de faire ça. Il y a des gens qui veulent simplement passer du bon temps avec leur chien sur les terrains, c'est tout. Pour l'utilisation c'est différent parce que quand vous avez un chien qui est, on va dire, intégré on va dire, dans un métier, il faut l'entraîner. Hein. Là, on rigole plus. Hein. Moi, quand j'étais militaire, nos chiens étaient entraînés tous les jours. Hein. Ils avaient un jour de repos quand on montait pas quand on n'était pas sur un terrain, sur un type de terrain à garder quelque chose, mais sinon ils avaient un jour de repos, comme nous d'ailleurs. Et puis voilà, sinon les entraînements c'était tous les jours, c'était le matin entraînement physique, l'après-midi entraînement. Là on était dans des situations, on mettait le chien dans des situations, on pouvait l'entraîner le jour, mais on pouvait aussi l'entraîner la nuit. Donc voilà, c'est un entraînement constant, mais c'est son métier. Si vous prenez des pompiers, des sauveteurs, des choses, ils entraînent leur chien régulièrement, tous les jours. Si c'est pas 2 fois par jour, pour que le chien soit vraiment le plus en forme et le plus affûté possible, si un jour il y a un problème réel qui arrive. Mais là, vous êtes dans le domaine de l'utilisation, le chien de travail en utilisation pure. Les policiers, les militaires, les sauveteurs, les pompiers, tous ces gens-là ont besoin d'un chien. Quand ils vont le chercher dans le chenil, ils ne veulent pas d'un chien qui baille. Hein. Ils veulent un chien qui soit tout de suite opérationnel. Donc pour ça, il faut la génétique du chien et l'entraîner régulièrement. Donc là, les deux pôles sont indissociables. Hein. Voilà. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous si vous ne faites pas les choses sérieusement dans le domaine du sport canin, parce que les sports canins comme le ring, le campagne, le monde du ring en France ou le RCI, c'est une grille de lecture qui permet à ces gens-là de venir nous voir en nous disant voilà, nous on cherche un chien avec telle aptitude, il nous faut absolument ça, il nous faut des capacités de fond, il nous faut ci, il nous faut ça. Qu'est-ce que vous avez dans vos lignées à nous proposer? Si vous dites aux gars, nous, on a des très bons chiens sur le terrain, par contre, dans le côté opérationnel, dans les situations réelles, on ne sait pas. Ça sert à quoi d'élever des malinois de compétition si vous avez par exemple, vous allez vous promener un jour, hein, il y a un débile là qui vous agresse, il met un coup de pied au chien et le chien il se sauve. Votre chien de ring, là, une belle affaire que vous avez là. Donc il faut quand même avoir des chiens, conserver le fond du chien et son caractère. Donc le fond et le caractère, là encore, il faut faire très attention à ça quand on sélectionne. Je vous l'ai expliqué dans un autre épisode, le malinois c'est un grand puzzle. Les aptitudes, il faut les amener une par une pour construire un puzzle le plus complet possible. Ce n'est pas qu'un chien de sport, ce n'est pas qu'un chien d'utilisation, ce n'est pas qu'un chien de travail, c'est un chien global. Le malinois, il est bon en tout. Normalement, n'importe quel professionnel du chien doit venir acheter un chien dans votre élevage, le chien doit être opérationnel. Si un gendarme, un policier, un militaire, ce que vous voulez, vient vous acheter un chien en vous disant non mais là, il faut que je le pousse au cul pour qu'il fasse une piste, il faut que je sois derrière lui parce qu'il a peur d'affronter quelqu'un quand la porte elle est fermée, on le fait rentrer dans une maison et il flippe d'affronter quelqu'un. Vous n'êtes pas un éleveur là, vous êtes quelqu'un, vous êtes un producteur de chiens lambda. Un éleveur c'est pas ça. Un éleveur c'est quelqu'un qui associe les aptitudes pour faire un chien le plus complet possible. Et au niveau du malinois de travail, du berger belge de travail, mais dans le berger allemand c'est pareil, dans le bosseron c'est pareil, dans le bouvier des fentes c'est pareil, dans tous les chiens qui ont une connotation à à pouvoir travailler dans le domaine utilitaire, vous devez faire attention à tout ça. Si vous négligez un détail, vous n'êtes plus du tout dans la réalité. Ah non, parce que vous avez aussi des problématiques internes à ce que vous faites. Si vous élevez des chiens avec des caractères très forts,
et qu'on vous demande de leur faire passer d'exo. Vous savez, vous avez des chiens, moi j'ai vu des chiens en Belgique ou en Hollande, vous les caressez pas, hein. Par contre, ils attaquent pas les gens. Ce que ne comprennent pas nos têtes pensantes, c'est quand même assez triste, et nos politiques, c'est que vous avez des chiens équilibrés qui n'attaquent pas les gens. Par contre, vous ne les caressez pas. C'est aussi simple que ça. Voilà. Équilibré, ça ne veut pas dire gentil. Stable, ça ne veut pas dire soumis. Voilà, vous avez des Malinois avec du fond, du caractère. Ils se promènent avec vous en société, il n'y a aucun problème. Par contre, vous, ils ne tolèrent pas que quelqu'un vienne leur dire fais ci, fais ça, qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je suis toujours parti d'un principe simple. C'est le propriétaire du chien qui est responsable. Ce n'est pas la discipline qui est responsable, ce n'est pas la société qui est responsable, ce n'est pas le Pékin lambda qui est responsable, c'est le propriétaire du chien qui est responsable. Ah oui, ensuite, voilà, il faut bien comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez et quel type de chien vous devez avoir. Parce que si vous souhaitez faire de la compétition à un très haut niveau, vous n'allez pas du tout travailler comme quelqu'un qui veut faire de la compétition pour son plaisir en échelon 1 ou en échelon 2. Ce sont deux choses différentes. Et ça malheureusement, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Et quand ils parlent de méthodes draconiennes ou de choses comme ça, c'est là où ils font une grosse erreur. Parce que même si vous trouvez des gens, on va dire, maltraitants, mais vous savez, en général, la maltraitance est liée à la bêtise. C'est souvent des gens qui ne comprennent rien, hein, qui sont maltraitants. Les gars qui travaillent sur des compétitions de haut niveau, ils vont chercher le point de détail qu'un dresseur classique ne va pas chercher. Je vais vous donner un exemple. Quand vous mettez en place une garde d'objets, vous avez deux choix pour mettre en place une garde d'objets. Vous avez quelqu'un comme moi qui reste un dresseur classique et qui va mettre une garde d'objets à 26-25, c'est-à-dire que le chien va sortir à 1,50 m, il va garder cette marge de tolérance qui va lui permettre de respirer et de ne pas stresser le chien sur une garde d'objets à 30 points, c'est-à-dire une garde d'objets effective où le chien doit être continuellement sur l'objet. Quelqu'un qui va viser le championnat de France va travailler comme ça. Donc vous voyez, encore un noyau supplémentaire génétique va se lier à la structure de votre sélection canine, le stress. Vous avez des chiens qui surmontent très bien le stress. Et vous en avez d'autres qui ne le surmontent pas. Moi, je pratiquais le ring ou le monde du ring avec mes femelles. Il n'est pas question que je stressais. Il n'est pas question, pardon, de stresser mes femelles. Pourquoi? Parce qu'elles allaient reproduire. Je vois aucun intérêt de stresser mes femelles. Donc, je vais dresser avec un spectre large qui me permet de dire si je fais 26-25 de garde d'objet et qu'à côté, je ne perde pas beaucoup de points. Voilà. Moi, si je fais 360 en ring 3, je suis content. Maintenant, le gars qui veut aller au championnat de France, 360 en ring 3, c'est trop juste pour lui. Donc, il va toujours affûter, toujours. Et il va donc intégrer, il va demander à l'éleveur que le chien supporte un stress, non pas un stress violent, où on tape le chien, où quelqu'un deviendrait stupide sur un exercice, mais un chien qui psychologiquement peut passer par-dessus ça. Voilà. Quand vous voyez des chiens d'intervention ou des chiens d'assaut dans des administrations de haut niveau, ils supportent ça. Ce sont des chiens qui arrivent à régler des problèmes dans un espèce de maelstrom de stress intense. Vous avez des chiens qui passent outre ça. Dans les compétitions de haut niveau, on le voit et on le définit ça, sur l'exercice de la garde d'objet. Un chien qui fait une garde d'objet à 30 points, c'est un chien qui est vraiment fort dans sa tête. Je vous parle d'un chien qui fait une vraie garde d'objet, hein. Pas un chien qui pince l'homme d'attaque et puis qui dit t'as vu papa, pas de problème, hein. Non, je vous parle d'un chien qui garde un objet, hein. L'homme d'attaque arrive, il lui fait toutes ses mimiques, il essaye de l'endormir, il essaye de l'impressionner. Le chien sort mort,
avec une belle présence de prise, là je reviens à son objet en lui disant et l'objet il est à moi. Hein. Voilà. Donc là vous avez encore un chien avec une autre structure caractérielle. C'est bien pour ça que quand on assiste à des débats et que l'on entend des choses, il faut les analyser. Si vous avez, par exemple, dans le débat qui était sur le mordant, à un moment, quelqu'un demande à Bernard, est-ce que vous vous servez de ce genre de collier? Et lui, il dit, je m'en sers, mais pas pour faire mal à mon chien. Ah, il y a une différence à se servir d'un collier et faire mal au chien, et se servir d'un collier et ne pas lui faire mal. Comment ça se passe? Le chien, il est à la garde d'objets. Moi, mes femelles, si elles sortaient à 1,50 m, bah même, je vais vous dire, 2 mètres, pour moi, c'était pas très grave. Ce que je voulais, c'est qu'elles fassent l'exercice, qu'elles comprennent l'exercice, que l'exercice de la garde d'objets rentre dans la structure génétique par atavisme. Quelqu'un qui travaille une garde d'objets à 30 points, lui, non. Donc, si le chien a un collier à impulsion autour du cou, vous mettez votre chien à la garde d'objets à l'entraînement, vous voyez bien s'il est chaud ou s'il n'est pas chaud. S'il est chaud et que vous dites, oula, il va peut-être sortir un peu loin, etc., et que vous avez l'intuition qu'il va se passer quelque chose, parce que les grands dresseurs de très haut niveau, il y a une différence entre des dresseurs classiques comme moi et des dresseurs de très haut niveau comme Bernard, qui eux ont des sensations qui ne sont pas tout à fait les mêmes quand ils travaillent. C'est pour ça que tous les ans ils sont en finale et pas moi. Hein. C'est chacun son métier. Il y a des éleveurs dresseurs et il y a des dresseurs. C'est deux castes très très différentes. Lui, il va soupçonner que son chien va être un peu chaud. À ce moment-là, il va lui envoyer un fil conducteur, tac tac, en lui disant, avec une impulsion minime, en lui disant, le chien va sentir une vibration en lui disant, c'est pas parce que je suis dans la cache là à 30 mètres que si tu fais le zèbre, je peux pas te corriger. Donc, il se sert de l'appareil, mais sans faire mal au chien. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Quand vous avez des gens qui confondent appareil de dressage et PlayStation, c'est là où c'est dangereux.
C'est même ça. Je veux dire, c'est toujours.